Alors, bonjour et bon après-midi à tous. J'espère que vous passez une très belle journée. Nous sommes à MTL Connect, la semaine numérique de Montréal. 5e édition cette année sous la thématique générale de l'intelligence collective. Ce matin, on a parlé d'intelligence artificielle. Depuis le début de l'après-midi, on jase de culture et créativité. Évidemment, le tout est étroitement lié. On parlait d'intelligence artificielle pour le lunch conférence et comment ça impacte les enseignants et comment que eux impactent maintenant leurs élèves avec ce genre de technologie et comment qu'on peut équiper les étudiants et les citoyens du futur avec ces belles technologies. Évidemment, il y a des avantages et des désavantages. On a parlé de tout ça, mais là, on rentre vraiment dans tout ce qui est culture et créativité pour cette deuxième partie de journée. J'espère que vous avez profité un peu de Montréal. Vous avez bien mangé, tout le monde? Oui. Est-ce qu'il y en a qui sont allés à la centrale par hasard pour manger? Hier, OK. C'était-tu bon? Oui, nice. OK, excellent. Bon, ben super. Puis, levez la main juste comme ça. Là, je veux voir, tu sais, on est en présentiel. Je veux faire participer un peu les gens. Dans la salle, qui ici n'est pas de Montréal? Levez la main. Ah oui, c'est ça. Ben, bienvenue. Et vous êtes tous de l'étranger? Vous n'êtes pas du Québec? Vous êtes de quelque part d'autre que le Québec? Non, vous n'êtes pas à Montréal, mais pas loin. Mais quelqu'un d'autre, peut-être des pays, on peut nommer France? Oui, la Belgique, oui, français, belge, nice. Ben, vous voyez, c'est pour ça, c'est bon d'aller profiter de Montréal à l'extérieur de, oui, le printemps numérique, oui, Montréal Connect, mais aller explorer un peu, même s'il fait gris et un peu frisquet. Ça vaut la peine d'aller visiter la belle ville aussi. Alors bref, je divague, je voulais juste un peu voir si vous étiez là. Vous êtes toujours là? Oui, j'aime ça. On est là en humain. Et bonjour, chers internautes qui nous suivent des quatre coins de la planète. Vous êtes un grand nombre à nous suivre et merci aux auditeurs, les internautes qui sont en ligne. Alors, pour cette deuxième partie, encore une fois, culture et créativité, juste deux petits messages, trois expériences que je veux absolument vous assurer, deux expériences que je veux absolument vous mentionner d'aller vivre ici à MTL Connect. Première, c'est juste à côté, c'est D-Box. Il offre deux expériences immersives que je vous recommande d'aller tester. Un avec un jeu vidéo avec du haptic feedback, c'est très, très cool. Et deux, dans leur salle cinéma avec les chaises D-Box avec, encore une fois, du haptic feedback. Ils ont 4 contenus, musique, sport, le concert de Rihanna au Super Bowl qu'on peut voir en redifféré, mais avec du feeling et du wouh! Bref, c'est très cool. Et à l'entrée du 6e étage, il y a un petit corridor avec une expérience immersive qui vous est proposée. Donc, c'est audiovisuel, c'est tactile. Il y en a qui l'ont fait ici dans la salle? Monsieur, est-ce que vous avez donné un câlin à la grosse structure? C'est weird, non? C'est super. Je vous recommande de le faire tous et à tout. Ouais, tout le monde me regarde, c'est quoi? Il a donné un câlin. C'est cool, pour vrai. Il désinfecte la patente, là. Mais bref, ça vaut la peine d'aller faire un tour. Comme je vous dis, je vous invite tous. Ça prend 5 minutes à aller vivre cette expérience-là. Je l'ai faite. Écoute, on bouge puis ça fait de la musique. Bref, je vous invite à aller le découvrir. OK, j'ai parlé assez longtemps. J'aimerais tout de suite inviter les panélistes qui vont vous présenter cette rencontre du secteur d'excellence présentée par XN Québec. Alors, je vais tout de suite présenter la première participante qui va ensuite inviter les autres collègues à se joindre. Ou est-ce que je vous invite tous? Je vais tous vous inviter en même temps. Je vais commencer, dans le fond, par nommer Sophie Couture de chez XN Québec qui va se joindre à nous. Marie-Pierre Gauthier de l'ONF, vous pouvez également monter sur scène. Sandra Rodriguez, réalisatrice, et Guillaume Morin de Saga Stratégie Sonore. Bonne conférence. Bonjour tout le monde. Donc, ceci n'est pas une conférence, juste que ce soit bien clair. Alors, la façon dont on va procéder, en ouverture, moi, je vais vous donner un petit peu un aperçu du secteur. Quel est le secteur que XN représente à titre d'association sectorielle?
Ensuite, je vais céder la parole à certains de nos créateurs de nos studios qui vont, eux, vous permettre d'entrer dans le vif du sujet et de découvrir soit des approches ou soit des projets. On devait avoir une quatrième personne avec nous qui malheureusement est malade, donc j'essaierai de la remplacer aussi bien que possible, donc de façon parfaitement inadéquate, comme vous le verrez dans quelques instants. Donc, sans plus tarder, et je vous expliquerai aussi tout à l'heure pourquoi j'ai choisi ces merveilleuses personnes aujourd'hui, en collaboration avec mon collègue David, qui est à l'arrière. Donc, bon, on passe. Alors, qu'est-ce qu'XN Québec et quel est le rôle de cette association sectorielle basée à Montréal, mais qui représente le Québec? XN Québec représente 185 studios et je devrais vraiment arrêter de parler du nombre de studios qu'on représente puisqu'il évolue à tous les jours. Et je dois dire que dans la dernière année, c'est plus d'une vingtaine de studios, même plus, près d'une trentaine qui se sont joints à nous. Et notre rôle, carrément, est de représenter cette industrie des expériences numériques qui fait partie de la créativité numérique auprès des décideurs, des gouvernements. On provoque également des rencontres de différentes façons, j'y reviendrai tout à l'heure. Et aussi, notre mandat est de faire rayonner ce secteur ici, mais ailleurs également. Et vous verrez, il y a plein de belles choses intéressantes. Et qu'est-ce qu'on entend par expérience numérique? C'est souvent une question qu'on nous pose. Comment définir les contours alors qu'ils sont toujours en constante évolution? Donc, par expérience numérique, on entend des expériences qui relèvent des projets en réalité virtuelle, réalité augmentée, réalité mixte, installation et environnement immersif, interactif, expérience interactive pour mobile, ordinateur et tablette, univers sonore, et Guillaume vous en parlera davantage tout à l'heure, et toutes sortes de produits interactifs. Mais vraiment, on parle aussi de tout ce qui relève des catégories autres et qui utilise d'une façon ou d'une autre la technologie pour raconter une histoire, pour faire vivre une expérience. Donc, c'est vraiment ce qu'on veut vous faire découvrir aujourd'hui. Donc, là, j'avais une belle liste ici qu'on va passer très, très rapidement. Qu'est-ce que c'est concrètement en termes de produits, de services? On y reviendra. Quel genre de technologie, ces studios? On pourrait débattre des heures et des heures de ces définitions et de ces listes, ce que nous ne ferons pas non plus aujourd'hui, puisqu'on s'y perdrait nécessairement. XN Québec a le mandat de réaliser en cours d'année différentes études. Ce que vous avez à l'écran, c'est une étude sectorielle qui relève de 2021. Donc, il y a quelques données sur lesquelles je voulais attirer votre attention. On va aussi mettre à jour ces données dans la prochaine année parce qu'on aimerait bien démontrer la croissance et le dynamisme du secteur. Ces données sont tirées de 2020-2019. On sortait de la pandémie à ce moment. Donc, notre intuition, et ce qu'on souhaite aller confirmer ici, c'est qu'il y a eu des changements, une croissance et qu'on va pouvoir vraiment démontrer le dynamisme de ce secteur à la grandeur du Québec. Donc, vous avez ici quelques données là, intéressantes, 13 ans d'expérience en moyenne pour nos entreprises, données très pertinentes ici. 71 des entreprises qui exportent à l'international, 72 d'entre elles qui développent leur propre propriété intellectuelle. Et on parle ici d'un revenu annuel moyen du secteur par entreprise de 2,5 millions. Donc, tout ça est relatif, c'est ce qu'on cherche à mesurer et à voir évoluer dans le temps. Ensuite, bon, je le disais, on parlait des propriétés intellectuelles, du service. Souvent, nos entreprises vont offrir à la fois un et l'autre, et dépendamment des projets, dépendamment des opportunités qui se présentent à elles, vont vraiment passer d'un à l'autre de façon très agile et fluide. C'est vraiment, je pense, une des caractéristiques également du secteur. Et ce qu'on note, c'est qu'il y a de plus en plus d'entreprises qui tendent à développer leur propre propriété intellectuelle, et c'est ce qu'on va vouloir également mesurer à nouveau. Au niveau des marchés d'exportation, je reviendrai tout à l'heure pour vous parler plus précisément d'un projet, d'un pôle d'expertise en exportation qu'on a développé. Mais 65 de nos entreprises ciblent le marché canadien, donc hors Québec en matière d'exportation. Oui, c'est de l'exportation. Ensuite, on a 52 de ces entreprises qui ciblent les États-Unis et 43 des entreprises qui ciblent les pays d'Europe de l'Ouest. Il y a bien sûr d'autres projets qui sortent de ces marchés, de ces territoires, mais ce sont les trois qui reviennent très fréquemment dans nos démarches et dans les sondages qu'on fait également pour bien sonder le terrain pour les marchés d'exportation. Ensuite, ici, très, très rapidement, qu'est-ce que ces entreprises font? On y reviendra dans quelques instants, mais si j'avais à vous donner le top 5, on a tout ce qui est expérience, exposition immersive, on a les installations interactives publiques, art numérique, tout ce qui relève de l'expérience augmentée et ensuite des vidéos VR. Et quel type de lieu d'accueil ou quel type de clients ces entreprises, ces studios vont avoir? Vous avez les villes et les gouvernements, vous avez les musées, les galeries d'art, les marques, les agences, vous avez les foires, les festivals et vous avez les places publiques. Donc,
Ce sont le genre de données, cette étude elle est disponible en ligne, que vous pouvez retrouver, qui vous permettent un peu de cerner quel type d'entreprise compose le secteur, dans quel secteur sont-elles actives. Et maintenant, parce que c'est beaucoup plus intéressant de mettre des visuels sur tout ça, je vous montre très, très rapidement quelques projets qui démontrent aussi l'étendue. Parce que oui, on avait une belle liste tout à l'heure, mais rien de tel que de vraiment voir ces projets. Plusieurs des projets que je vous montre ont été primés au concours des prix Numix, qui est un concours qui est porté par XN Québec également. Donc, vous avez Lou ici à l'écran, par les pieds en haut, qui est une expérience de réalité virtuelle créée à partir de témoignages de personnes autistes et inspirée des enfants autistes des 2 réalisatrices. Expérience de réalité virtuelle ici. Vous avez ensuite une expérience qui a été présentée tout récemment à Venise, qui est Jim Henson's The Storyteller de Seven Ravens par Félix et Paul Studio. Donc, un studio qui est renommé sur la scène internationale, oui. Et dans ce cas-ci, ce qui a fait sensation, c'est que c'est un projet qui utilisait la réalité augmentée. Donc, c'est assez bluffant, je dois dire, quand on fait l'expérience. Et c'est vraiment là aussi on voit des utilisations potentielles pour le secteur du livre, de l'édition. Vous avez vraiment l'impression, en regardant ce livre, que l'histoire prend vie. Et bien sûr, ce n'est qu'un début, mais ça nous laisse présupposer de très belles choses pour le futur de ce côté. Ensuite, on est complètement ailleurs ici. On est dans un projet qui se déroule dans un aéroport. C'est le studio Gentilhomme qui a été mandaté par l'aéroport international d'Orlando pour repenser l'expérience dans les terminaux d'accueil, donc dans ces zones où on attend, où on déambule, et offrir des contenus qui ont vraiment une valeur culturelle. Un projet très ambitieux ici qui a été proposé par Gentilhomme. Ensuite, peut-être que vous connaissez Daily tous les jours. Vous avez un autre type de projet qui se retrouve cette fois-ci dans l'espace public. Donc, on est vraiment sur une proposition qui permet, à travers une expérience musicale dans ce cas-ci, avec bien sûr le banc que vous avez, de revisiter un peu la notion d'espace public et de voir comment une installation de ce type peut engager les citoyens et les citoyennes dans une nouvelle expérience. Et là, ici, on a une autre proposition. Vraiment, j'ai essayé de vous faire un panorama assez varié. Mais la fameuse Cacarcade de Créo, c'est une expérience ludique interactive autour des enjeux sanitaires liés à la gestion des matières fécales. Donc, cette œuvre-là a été présentée dans le cadre de l'exposition Au Merde, au Musée de la Civilisation à Québec. Proposition audacieuse, mais qui a connu vraiment un succès retentissant. On retourne dans l'espace public avec notre habitat commun, Paris Régular, qui est ici une installation d'art public qui fusionne art et technologie pour envoyer un message pressant sur l'urgence de l'action climatique. Et on arrive bientôt à la toute fin. Transformer. Vous avez ici une proposition que vous pouvez voir en ce moment même chez Oasis Immersion. Je pense que certains et certaines d'entre vous avaient peut-être fait l'expérience dans les derniers jours. Le défi que le lieu s'est donné ici, c'était d'adapter des œuvres en réalité virtuelle dans un contexte d'exposition déambulatoire, de parcours déambulatoire. Donc, ça donne aussi de nouvelles pistes pour repenser la diffusion. Donc, c'est tout près d'ici. Si jamais vous avez envie d'aller faire un petit tour, c'est toujours accessible. Et on parlait d'audio parce que parfois, on oublie que l'audio fait partie de ce qu'on peut explorer en tant qu'expérience immersive. Guillaume y reviendra. Ici, vous avez un visuel qui, bien sûr, ne rend pas justice à l'œuvre dans son ensemble, mais Ciel à outrance par Phi, Transthéâtre et Headspace Studio. On a ici une proposition, un voyage audio-immersif de 45 minutes à travers 5 histoires fictives qui se déroulent en marge des attentats du 11 septembre 2021. Et c'est un projet qui a été conçu et mis en scène par l'artiste multidisciplinaire Brigitte Poupard. Et enfin, je voulais juste vous laisser aussi sur cette note où vous avez une pièce de théâtre ici qui est La Nuit des Rois pour le Théâtre du Nouveau Monde. Donc, quand on pense à la scénographie augmentée, ici, c'est Mirari qui a proposé vraiment des contenus vidéo de grand format, grandiose, pour vraiment aller créer une expérience scénique complètement différente. Donc, voilà, c'est ce que font nos membres. Mais encore, on y reviendra et ces belles personnes pourront vous en dire bien davantage. Mais s'il y a une chose à retenir sur ce secteur, c'est que les frontières, il y en a très peu et que ce sont des gens, des studios, des créateurs, des créatrices qui utilisent la technologie de façon novatrice pour sortir du cadre, bien souvent sortir des lieux de diffusion traditionnels et repenser la façon dont on raconte nos histoires, repenser la façon également dont on fait vivre des expériences, que ce soit dans des lieux publics, privés, des lieux de culture ou d'autres types de lieux innovants qui sont en train de voir le jour au moment même où on se parle. Ensuite, qu'est-ce que fait XN Québec dans tout ça, à part vous parler de tous les beaux projets que nos membres font? Je vous parle de 2 projets plus précisément, le concours des prix Numix
et je reviendrai au niveau du pôle d'expertise en exportation. Donc, depuis 2010, XN Québec organise annuellement un grand concours qui célèbre la créativité numérique, les prix Numix, dont certaines catégories sont ouvertes à l'international. Donc, si jamais certains d'entre vous aimeriez déposer des projets éventuellement, c'est tout à fait possible. Et ce concours vise vraiment, à travers une définition assez élargie, à célébrer le meilleur de la créativité numérique sur une base annuelle. Donc, vous avez ici quelques images tirées du plus récent gala qui a eu lieu au Studio Cabaret de l'Espace Saint-Denis, dans un lieu tout à fait merveilleux et magnifique, un extraordinaire terrain de jeu pour nos créateurs. Et je vous parle maintenant du pôle d'expertise en exportation. Vous avez ma collègue Isha Bottin au 3e rang dans la salle. Vous pouvez lever la main, Isha Bottin, juste pour vous dire qu'elle est là. Si vous voulez aller voir Isha après la rencontre, Isha est vraiment chargée de projet de ce magnifique projet qui se veut vraiment au carrefour des initiatives existantes en exportation. Au fil des ans, à travers différentes initiatives qu'on a faites, on remarquait qu'il y avait très souvent un manque d'intelligence collective, un manque également de fédération à travers toutes les initiatives en exportation qu'il y avait. Je ne dis pas que c'est mission accomplie, mais il y a encore du travail à faire, mais on développe vraiment ce volet intelligence d'affaires en exportation. On développe aussi tout le volet vitrine en ligne, donc il y a une vitrine permanente si vous cherchez à découvrir des entreprises, comprendre quels sont les secteurs, les technologies utilisées. Tout ça est disponible en ligne. Vous verrez l'URL dans quelques instants. Et on organise aussi à l'occasion quelques missions à l'international. Donc, la prochaine aura lieu au KIC Festival dans quelques semaines à peine. Et on aura également une participation dans un autre registre dans le cadre du Numix Lab à Bruxelles et à Amsterdam d'ici la fin de l'année. Donc, dans le cadre de ce pôle d'expertise en exportation, et ça, c'est probablement pas mal intéressant de votre côté, on a réalisé une étude sur le potentiel des expériences immersives pour les principaux marchés américains et européens. Quand on disait intelligence d'affaires, quel est le potentiel réellement? Quelles sont les réalités? Qu'est-ce que nos producteurs doivent tenir en compte quand ils développent ce type d'expérience? Vous trouverez ici 178 pages de contenu pour vous accompagner dans cette démarche. On parle ici de définition d'expérience, on parle de facteurs à tenir en compte, qu'est-ce qui doit être analysé quand on fait le choix d'un lieu ou autre, ou même qu'est-ce qu'on doit tenir en compte par rapport aux exigences culturelles, en termes de produits culturels, au niveau des consommateurs, des consommatrices. Donc, cette étude, elle est disponible entièrement gratuitement sur le site de l'Effet Québec. Donc, vous pouvez vous y référer. On développe en ce moment même une nouvelle étude qui, cette fois, va porter sur les expériences, les installations interactives dans l'espace public, oui, mais pas que. On a ciblé différents marchés pour cette étude-là. Elle sera également rendue publique, cette fois, par contre, en début d'année prochaine. Mais je pense que ce sera très riche pour toutes les personnes qui s'intéressent, en fait, aux installations interactives de façon générale. Et vous avez à l'écran une toute dernière étude qu'on a réalisée et publiée il y a à peine quelques semaines, et qui est une étude prospective. Donc, c'était vraiment ici sortir du cadre. On avait la volonté de comprendre comment on peut penser plus loin, comment on peut avoir un horizon peut-être même de jusqu'à 10 ans, et qu'est-ce qu'on doit imaginer dans les futurs possibles. Et juste pour vous donner un petit aperçu, moi, j'étais plus ou moins familière avec la prospective, mais à travers cet exercice, on visait à identifier des moteurs de changement, des choses qui peuvent ou pas se produire, mais qui font partie sur la base des signaux qu'on peut cerner présentement, que ce soit dans les nouvelles, que ce soit sur les médias sociaux, des moteurs de changement qui pourraient nous influencer en tant qu'industrie de façon significative. Je vous donne les 10 parce qu'il y a toutes sortes de choses là-dedans qui peuvent piquer la curiosité. Les technologies d'assistance, la créativité participative, le rôle central de l'avatar, la relation avec les machines, le mélange du physique et du virtuel, la force des codes du jeu, l'ère du généraliste, le financement alternatif, tout devient multisensoriel et l'enjeu de la confiance. Donc, cette étude, elle est également disponible sur notre site. C'est vraiment intéressant si vous êtes en démarche de réflexion, si on cherche à ouvrir les horizons, simplement pour voir ce qui se guette et ce qui se dessine juste un petit peu plus loin que l'horizon peut-être qu'on consulte habituellement. Et maintenant, c'est le temps de vous expliquer pourquoi ces belles personnes sont avec nous. Parce que, bien sûr, je pourrais vous en parler et vous parler de leur réalisation, de leur studio, de ce qu'elles font, mais rien de tel que de leur céder la parole. Et quand on regardait aujourd'hui Journée Intelligence Artificielle, Journée Créativité Numérique, on a cherché à faire des ponts, comprendre quelles entreprises parmi nos membres peuvent vraiment bien incarner ça, et aussi comment on développe à travers des projets en créativité numérique une intelligence collective, justement. Et c'est ce qu'on souhaite vous transmettre à travers les présentations qui vont suivre. Donc, on a ici Guillaume Morin qui va maintenant prendre la parole de chez Saga Stratégie.
qui est une jeune entreprise et qui, Guillaume, va vous parler justement de la richesse du son et de tout ce qu'on peut penser en termes de paysage sonore. Donc, sans plus tarder, Guillaume. Merci. Merci beaucoup, Sophie. Merci beaucoup à XN Québec de nous avoir invités. Le sujet de l'intelligence collective, les données, l'intelligence artificielle aussi, ça nous touche beaucoup. On est une jeune compagnie de création d'univers sonores spécialisée dans la création d'univers sonores pour des expériences numériques. Le son puis la musique, bien évidemment, c'est très important dans l'expérience numérique, les films aussi. Chez Saga, on s'est posé la question, nous, comment on fait pour prendre appui sur l'intelligence collective pour créer des meilleurs univers sonores? Donc, comment on fait pour transformer le modèle, dans le fond, d'affaires qui existe en général, de relations plus directes de personne à personne, pour créer un service qui va faire en sorte qu'on va pouvoir aller chercher le maximum de l'intelligence collective? Chez Saga, on croit profondément que le son, c'est le pilier de l'empathie humaine. C'est en quelque part le fondement de la collaboration. Puis dans les expériences numériques, la musique, elle a comme rôle d'hypnotiser, de faire baisser en quelque part la garde d'incrédulité. Puis ça nous permet de nous immerger dans l'expérience puis d'oublier en fait les contours technologiques qui y a autour de cette expérience-là. Et puis ensuite, évidemment, d'être transporté par la trame narrative. Je pense que moi, en fait, la raison pour laquelle on a commencé à faire ça, moi, personnellement, un des meilleurs exemples de ça, évidemment, ça vient de mon enfance, quand j'aimais beaucoup Jurassic Park, par exemple. L'arrivée de l'hélicoptère sur l'île, qui est comme le moment le plus extraordinaire. En fait, c'est probablement une des rides d'hélicoptère les plus émotives et exaltantes, en quelque part, que j'ai jamais vécues dans le cinéma. Puis tout ça, c'est entièrement basé sur une trame sonore musicale qui va l'accompagner. Le son et la musique, c'est évidemment des composantes fondamentales des expériences numériques, puis c'est des expertises en elles-mêmes. Chez Saga, on voulait être des experts de la création d'expériences sonores comme ça. En quelque part, pour nous aussi, être capable de transformer des rides d'hélicoptère en des roller coasters émotifs. Donc, on est... on avait oublié les slides. Ce bouton-là. Mais le son était bon. Ah! Ah, voilà. Oui, c'est bon, ça. Ça fonctionne, ça. Chez Saga, dans le fond, quand on s'est rencontrés, on avait tous des backgrounds diversifiés. De la musique, évidemment, la littérature, le cinéma, la communication, le management. On a tous travaillé en musique de film. Puis la première chose qu'on s'est rendu compte, c'est que si dans les autres disciplines, il existe les équipes de travail, en musique sur commande, en général, c'est pas mal plus solitaire comme métier, dans la majorité du temps. Ce n'est pas tout le temps le cas, mais la majorité du temps, c'est quand même assez solitaire. On s'est demandé pourquoi. Parce que pour le meilleur ou pour le pire, le travail collaboratif, ça sort de nos zones de confort. Puis quand ce qu'on vend, c'est nos idées, sortir de sa zone de confort, c'est golden. Pour nous, ce qu'on a identifié dans le fond, c'est que la problématique... je le ferme, c'est pas le bon bouton. Ah, voilà. La problématique qu'on a identifiée, nous, c'est que le son, c'est invisible et intangible d'une certaine façon. Et puis, ça fait en sorte donc que l'expérience est avant tout intérieure et individuelle. Puis, c'était pour nous une des premières barrières à la collaboration. Fait que, quand on pense, par exemple, aux compositeurs qu'on considère comme des génies parce qu'on ne comprend pas vraiment comment ils font pour avoir leurs effets sur nous, en quelque part, c'est qu'on a de la difficulté à identifier précisément pourquoi et comment, et ainsi de suite. Puis ça, pour nous, c'est évidemment une des premières choses qui fait en sorte que dans la réalité, donc, du métier, le succès des collaborations est souvent basé sur la qualité des relations entre les gens et non pas sur les talents de base, en quelque part. Fait que la création musicale, ça devient donc quelque chose de très individuel. C'est difficile de créer un processus standard, dans le fond, de collaboration. Quand on pense, par exemple, justement, comme on disait tantôt, à Steven Spielberg ou à John Williams, qui ont une collaboration depuis plus de 50 ans aujourd'hui, c'est sûr que c'est une collaboration qui fonctionne, mais il y en a d'autres qui ne fonctionnent pas. Comme par exemple, on n'a jamais entendu parler du compositeur de la musique de 2001 Au-dessus de l'espace parce que Kubrick l'a juste renvoyé. On ne sait pas c'est qui. Donc, nous, ce qu'on s'est donné comme défi, c'est d'établir un processus créatif qui allait être répétable. Donc, créer un modèle d'affaires sur un processus créatif sûr qui met l'emphase sur le travail collaboratif avant tout pour aller chercher les meilleures idées, puis qui facilite la prise de décision créative basée sur des informations, puis qui va minimiser donc le risque relationnel au travers de ça.
Ça a été notre défi. C'est là-dessus qu'on s'est décidé de faire un processus créatif en quelque part basé sur l'intelligence collective. Qu'est-ce que c'est l'intelligence collective? Ça peut dire beaucoup de choses. Pour nous, la première des affaires, c'est évidemment des données concrètes. Donc, d'intégrer de la donnée sur notre cible, que ce soit les informations communiquées par le client, l'information sur l'auditoire, puis tout ce qui se trouve comme produit culturel entre les deux, qui nous permet de pouvoir établir, de pouvoir récolter de l'information et de l'intégrer dans notre processus créatif. La deuxième chose, c'est qu'il y a beaucoup d'études et de recherches en psychoacoustique et en neurocognition de la musique dans les 30 dernières années qui transforment notre façon de comprendre la musique. Puis il faut trouver une façon de le réintégrer à l'intérieur du processus créatif. Puis finalement, on croit énormément que la collaboration artistique au travers d'un groupe est en quelque part un problem-solving créatif. C'est la meilleure façon de fonctionner pour nous. Fait que ce qu'on a fait, la première chose qu'on a faite pour pouvoir passer par-dessus la première barrière, ça a été de créer donc un langage commun. Et puis ça peut faire écho justement au sommet de XN sur la mutualisation, où est-ce que la première chose qui est sortie, c'est comment on fait pour travailler ensemble, c'est de trouver un langage commun. Donc notre première chose, ça a été de trouver une façon de pouvoir concrétiser la musique au travers de mots et d'expressions et de pouvoir collaborer ensemble. Là, c'est la partie un petit peu plus théorique, là, c'est notre processus. Là, okay? Ça l'amène des choses peut-être un petit peu plus ésotériques, mais bon. C'est important pour nous de l'expliquer de cette façon-là. D'avoir ce langage commun-là, ça nous a permis d'intégrer deux concepts vraiment importants qui permettent de désindividualiser le processus et d'intégrer donc un peu plus d'intelligence collective au travers de notre service qu'on offre. Le premier, qu'on appelle, nous, la stratégie, c'est en quelque part de trouver le cadre du succès de notre projet. Donc, il y a un courant en psychologie de la créativité qui dit qu'une idée est random ou est quelconque tant qu'on n'a pas une autorité qui détermine qu'elle est jugée créative. Puis ça, je pense qu'on le retrouve beaucoup au travers de façon hiérarchique au travers de l'industrie. Et dans notre cas, à nous, ce qu'on s'est dit, c'est que plutôt que de l'avoir de façon hiérarchique, ce qu'on voulait, c'est trouver une façon d'avoir une autorité qui est l'ensemble de l'information colligée, puis qui permet de créer le cadre créatif dans lequel le client, l'équipe et l'auditoire sont en quelque part des intervenants à part égale dans cet univers-là. Donc, ça crée les paramètres de succès pour la création d'un espace, pour la création de l'univers sonore pour nos clients. Si on partait de là, par contre, si on faisait juste arrêter à ce moment-ci au travers du processus, ce que ça donnerait, c'est probablement de la musique qui ressemble à de l'intelligence artificielle basée sur de la statistique. Et c'est là que, pour nous, le côté un peu nouveau derrière est important. Donc, c'est là qu'on amène la deuxième partie de notre processus, qui est le fondement, je vous dirais, de l'expérience de Saga. C'est en fait d'exploser en quelque part ce cadre-là avec une équipe. Le concept fondateur pour nous de Saga, c'est tiré d'un livre bien beige de management du HEC, mais qui est vraiment extraordinaire. Et la meilleure façon de trouver une solution originale à un problème donné, c'est d'avoir une équipe diversifiée. Donc, en créant un cadre de travail, on est capable de faire travailler ensemble des gens qui viennent d'expériences et d'expertise, en fait d'expertises différentes, et de les faire collaborer à trouver la meilleure solution sonore, dans ce cas-là. On peut dire la meilleure tune ou la meilleure identité sonore pour nos clients. De là, ça crée un processus qui ressemble à ce qu'on appellerait un sprint design, finalement. Le sprint design, pour nous, c'est l'expression même de l'intelligence collective puis des possibilités que ça peut offrir pour Saga. Fait que d'avoir une équipe avec des expertises puis des backgrounds différents, donc des capacités musicales qui viennent de différents endroits, des gens qui viennent, par exemple, peut-être plus du rock, d'autres personnes qui vont de la pop, d'autres qui viennent de la musique de film. Ça fait en sorte que ça multiplie très rapidement les idées et en quelques jours seulement, il y a une multiplication des possibilités des idées. C'est tiré un peu du Writer's Camp que les gens en musique pop font. Mais l'objectif, donc, c'est que les membres collaborent à la recherche d'un développement d'un univers sonore. Donc, dans ce contexte-là, ça prend quand même quelques règles d'engagement. L'important pour que ça fonctionne, c'est encore une fois, quelque part, d'amener un peu une désindividualisation de la création dans ce contexte-là. Donc, ce qu'on dit à nos équipes, c'est que personne ne va trouver la solution seul. Il n'y a comme pas de héros en quelque part. L'objectif, c'est que les gens puissent partager au maximum. Évidemment, dans ce contexte-là, nous, une des choses qui était vraiment importante, c'est d'avoir un incitatif économique
à ça et on a créé donc un système de pooling qui fait en sorte que l'erreur, en fait, les créatifs sont plus prêts à prendre des risques parce que c'est pas grave s'ils ne trouvent pas la solution, ils font partie du processus créatif. Et donc, ça permet aux autres d'apprendre de ces risques-là. Ça nous permet surtout de jardiner l'accident créatif qui va amener aux meilleures idées. Et c'est notre processus sur lequel on s'assure. Puis depuis maintenant plusieurs années, depuis le début que Saga fait ça, on a toujours énormément de musique qui sort à chacun des sprint design. Puis la multiplication des idées répond toujours aux besoins du client. Fait que, au final, quelque part, on a trouvé une façon vraiment unique, puis à nous d'appliquer des concepts qui sont connus. Mais c'est surtout c'est ça qui nous permet de pouvoir prendre appui à l'intelligence collective dans le processus de création musicale. C'est un peu ce qu'on voulait dire en quelque part, c'est que c'est possible de transformer même des milieux qui valorisent le génie individuel. C'est possible de renouveler le processus créatif puis de le restructurer de façon à ce que ça soit un service vraiment qui permet de pouvoir aller tirer des meilleures idées. Tout le monde en sort gagnant, les clients d'abord, mais surtout les équipes créatives. Nos créatifs sont toujours contents de participer à un design, ils sortent toujours remplis de ce processus-là. On l'utilise pour chacun de nos projets. On l'a utilisé récemment, entre autres, avec le projet qu'on a présentement avec le Musée de la civilisation, où on est allé chercher plusieurs collaborateurs du hip-hop québécois et pour venir créer un univers sonore immersif qui va avoir lieu, qui va pouvoir justement commencer. En fait, l'exposition commence dans un mois, dans une expérience ou un parcours sonore immersif qui met en place le hip-hop québécois. Fait qu'en espérant que ça vous aura inspiré à peut-être trouver de nouvelles façons de processus créatifs qui impliquent justement l'intelligence collective. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. Merci beaucoup. Bonjour. Moi et les chaises, nous sommes appelés aujourd'hui. Je ne sais pas si vous aviez remarqué, on est habillés pareil. C'est Sandra qui me l'a fait remarquer. J'ai fait « Oh mon Dieu, je ne savais pas que c'était possible d'être habillé comme une chaise ». Alors, bonjour, je suis Marie-Pierre Gauthier. Je suis productrice à l'ONF, au Studio Interactif. J'aurai l'occasion de parler un petit peu du studio. Donc, avant tout, j'attire votre attention en vous démarrant une vidéo parce qu'aujourd'hui, on est là pour vous parler du projet Chomsky versus Chomsky, une curieuse conversation sur l'intelligence artificielle. I think the hardest thing about communication is understanding the intended meaning of a message. I am an emulation of voice and language patterns of Professor Noam Chomsky. Donc, maintenant que j'ai votre attention, pour ceux qui peut-être qui sont à l'extérieur de Montréal, du Québec ou du Canada, l'Office national du film du Canada, on est producteur et distributeur public. On produit des œuvres d'auteurs. Aujourd'hui, je suis accompagnée de Sandra, la créatrice du projet Chomsky versus Chomsky. Donc, on produit des œuvres d'auteurs, il y a des studios de documentaires, d'animation et plus récemment en interactif depuis plus de 10 ans maintenant. Des œuvres à l'intersection des technologies, des sens et du propos social, on pourrait dire. On est, disons, plateforme agnostique. C'est toujours la technologie au service du propos ou la forme au service du propos. On a produit plus d'une centaine d'œuvres, commençant par le web documentaire et la réalité virtuelle, augmentée et plus récemment, l'intelligence artificielle, bien que sur la photo que vous voyez avec le bâtiment de l'UQAM tout près d'ici, c'était en 2015 et c'était une des premières expériences utilisant l'intelligence artificielle. Ça s'appelait Mégaphone et on était invité à parler dans un gros mégaphone dans l'espace public avec reconnaissance vocale et s'exprimer sur ce qu'on attend de la ville puisque ça s'inscrivait pendant les élections municipales à Montréal. Donc, c'était « Lance une idée sur ta ville ». Et à l'époque, on utilisait deux
différents modèles d'intelligence artificielle. Disons qu'avec le projet de Chomsky, vous verrez qu'on est complètement ailleurs, moins de 10 ans plus tard. Puis, rapidement, projet Do Not Track, j'en parle très rapidement parce que ça a été là où on a rencontré Sandra, un projet sur l'économie du tracking, l'économie des données. Et c'était une série de 7 épisodes. Le 5e portait sur le big data. Sandra a réalisé cet épisode-là et c'est un petit peu ce qui nous liait dans cette aventure, puisqu'elle nous proposait 2 ans plus tard l'idée de travailler sur le projet Chomsky versus Chomsky. Donc, vous avez vu la bande-annonce. Juste rapidement, pour m'assurer que vous avez bien compris le concept, c'est une expérience en fait qui offre une conversation avec une intelligence artificielle pour arriver à mieux la comprendre, pour démystifier les possibles, les limites de l'intelligence artificielle. Mais ultimement, on engage une conversation beaucoup plus profonde puisque comme l'intelligence artificielle est inévitable, alors nous devons tous pouvoir la comprendre pour prendre part à cette conversation. C'est ce que propose l'œuvre. C'est une expérience en réalité virtuelle, multi-utilisateur. C'est 4 personnes à la fois qui font l'expérience et on peut aller jusqu'à 12 personnes à la fois puisqu'on duplique un peu le setup face avec ce monolithe. Dans cette expérience, l'entité d'intelligence artificielle est inspirée de Noam Chomsky. Elle a été créée en utilisant ses nombreuses traces numériques et cette IA, cette entité-là devient le guide de la conversation, une conversation qui pourra aller un peu partout. Ça dépend de l'utilisateur où il voudra l'amener. Donc, il ne faut surtout pas être intimidé par le CV potentiel de notre hôte. Toute question est possible. Des questions, on s'amuse à dire de quel est ton sandwich préféré, jusqu'à pour les plus férus de linguistique ou fans de Chomsky, on peut s'y lancer aussi, ou encore évidemment les grands enjeux de l'IA. Tout est possible. Donc, pour nous, avant de passer la parole à Sandra, parce que je lui laisse expliquer pourquoi Chomsky dans tout ce projet, parce que c'est ça qui rend la démarche super intéressante. Cette œuvre-là, donc, est à propos de l'intelligence artificielle. Elle est avec l'IA, donc on a utilisé plusieurs... C'est important pour nous, en créant cette œuvre-là, d'utiliser l'IA pour raconter et faire vivre, notamment. Donc, tout au long de cette conversation-là, les utilisateurs sont amenés à être curieux, à collaborer et à interagir carrément avec l'IA. C'est pour ça qu'on dit à propos de l'IA, avec l'IA et à travers l'IA. Donc, je passe la parole à Sandra qui pourra vous parler de sa démarche artistique et le pourquoi du comment de tout ça. Puis j'ai cliqué pour toi. Bon. Merci. Merci. Puis en fait, je fais la suite pour faire le lien avec la présentation. Merci Marie-Pierre d'avoir mis vraiment bien la table et le sujet de l'intelligence collective. Parce que, bien sûr, l'idée de venir avec un chatbot inspiré par toutes les traces de Noam Chomsky vient pas de nulle part. C'est vraiment un lien entre nos réflexions sur l'intelligence et les limitations et promesses qui sont faites avec l'intelligence artificielle. Donc ici, je vous ai mis un beau tableau sur le Natural Language Processing. Il y a quelques années, j'enseignais pendant les 6 dernières années, sauf la dernière en fait, au MIT, le premier cours sur les projets immersifs ou la création immersive. Donc, j'ai souvent des roboticiens, des étudiants en intelligence artificielle, des mathématiciens, des ingénieurs qui viennent prendre un cours sur la créativité. Génial! Ça veut dire qu'ils ont généralement l'impression de tout connaître et je dois un peu craquer ça avec une méthode très collaborative où je veux que les équipes soient très diversifiées. Puis je leur amène ce que j'appelle des jokers, des danseurs, des journalistes, des gens qui viennent du milieu de la santé. Donc complètement champ gauche, juste pour voir comment ils vont réagir et les idées, comment elles se développent. Toujours est-il que je me suis fait approcher par un chercheur en intelligence artificielle qui avait une excellente idée. Il était fan de Noam Chomsky et il me disait « Je suis certain que si je regarde toutes les vidéos que j'ai à la maison de Noam Chomsky, j'ai des disques durs entiers de Noam Chomsky. Il utilise les mêmes gestes quand il veut faire des points. Il utilise les mêmes gestes quand il est choqué. Je suis sûr que je peux arriver à comprendre sa pensée et à la répliquer. »
j'ai comme, on va défaire quelques mythes ici. Vous êtes chercheur en intelligence artificielle, ça me fait encore plus peur. Donc, on a commencé à discuter, à échanger. On était diamétralement opposés sur un point de vue et je me suis surprise à voir que Yarden Katz, le chercheur, donc, me disait, mais là, vous répondez comme Chomsky. Chomsky lui-même n'est pas d'accord qu'on est capable de répliquer la pensée humaine. On arrive à peine à répliquer notre manière de répondre. Et notre manière de répondre, c'est le output. Ce n'est pas le input, ce n'est pas ce qui se passe dans la tête. On arrive très difficilement encore aujourd'hui à comprendre ce qui se passe. Donc, l'intelligence artificielle, c'est une métaphore. Ce n'est pas vraiment une copie, une réplique de notre manière de réfléchir. C'est la prémisse du projet. Mais j'ai commencé à creuser. Je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup plus de liens. Natural Language Processing, pour les geeks, s'il y en a dans la salle, quand on parle de ChatGPT, de génération de texte, même de génération d'images, de larges modèles de langage, on utilise du Natural Language Processing, donc une manière de comprendre les mots qu'on emploie, de refaire un ordre et de dire « Ah, ça c'est une phrase qui veut dire quelque chose ». Natural Language Processing, juste le nom s'inspire de la théorie du Natural Language de Noam Chomsky. Et pour les programmeurs dans la salle, le Chomskyan Grammar est une logique pour programmer des chatbots. Donc, je me suis dit, mais voyons, Noam Chomsky est le grand-père de l'intelligence artificielle et il la déteste. Qu'est-ce qu'on fait? Bien, on fait un projet créatif. Quand justement on parle d'intelligence artificielle, on en a jasé longtemps. Aujourd'hui, elle est sur toutes nos langues. Dans nos bouches, on en parle énormément. Mais il reste que c'est surtout depuis que les médias se sont emparés de mèmes qui ont circulé largement par des gens qui, dans leur sous-sol, je dis sous-sol, c'est peut-être dans sa maison, mais c'est quelqu'un à temps perdu, c'est pas un créateur, c'est un ingénieur qui, à temps perdu, a décidé de faire des blagues et tester Midjourney. Ça fait une image qui a vraiment pris les médias d'assaut. C'est vraiment quand les créateurs, les monsieur et madame tout le monde, s'approprient des outils pour faire passer un message qui n'est pas toujours celui auquel on s'attend, qu'il y a vraiment des changements et des innovations technologiques, et ça, j'y crois beaucoup. Donc, l'intelligence collective passe aussi par le fait de s'assurer que ce ne soit pas que des spécialistes qui déterminent l'avenir des technologies, mais des artistes, des créateurs, des citoyennes et des citoyens. Je trouvais aussi qu'il y avait moyen de parler de tout ce dont on ne parle pas de l'intelligence artificielle. Donc, les promesses de l'intelligence artificielle, c'est tout ce qu'elle arrive à recréer. On oublie souvent encore qu'il y a encore énormément de milliers d'humains embauchés aujourd'hui pour faire semblant que l'intelligence artificielle et les services de cette intelligence artificielle fonctionnent au même titre que ce qu'on aimerait qu'elle fasse. Donc, il y a encore aujourd'hui, par exemple, chez ChatGPT, 40 personnes qui travaillent au quotidien à corriger certaines de ces erreurs en live. Donc, quand vous testez ChatGPT, des fois c'est le chatbot, des fois c'est un humain, vous ne le savez pas. Beaucoup de ces personnes sont très, très mal payées, d'ailleurs. Et je dis 40 personnes en charge. Hein. Donc, ces personnes-là ont aussi des gens à leur charge. C'est ce qui fait qu'une journée de ChatGPT ne parlait qu'en pakistanais. Et ça a beaucoup étonné de gens. Il y a beaucoup de gens qui disaient « Pourquoi il me répond en pakistanais? » Mais parce qu'il y a un employé quelque part qui ne parlait pas aussi bien l'anglais qu'il le suggérait. Donc, c'est pas grave, il a décidé de répondre en pakistanais. Ça donne quand même des réalités qui sont omises du discours public ou qu'on ignore. Ça fait en sorte que le public est pris un peu d'assaut avec une décision à prendre par rapport au type d'intelligence artificielle qu'on accepte dans nos vies, celle qu'on n'accepte pas, les développements qui nous rendent vraiment enthousiastes, ceux qui nous font peur. On a tendance à dire, si vous avez peur, c'est que vous ne comprenez pas la technologie. Parfois, plus les technologues sont connaissants en technologie, plus ils disent, si vous n'avez pas peur, c'est que vous ne connaissez pas la technologie. Donc, à travers tous ces hauts et ces bas, l'objectif, c'était d'ouvrir la conversation. Maintenant, Noam Chomsky, je reviens à ma discussion au MIT, c'est l'un des intellectuels les plus numérisés au monde. Bien sûr, il y a certainement des individus dans la famille Kardashian qui sont plus numérisés encore. Ceci dit, peut-être qu'ils ont aussi des traits, des points de vue totalement pertinents sur l'intelligence, mais ce ne sont pas des gens qui ont été connus pour avoir étudié pendant plus de 65 ans et publié pendant plus de 65 ans sur l'intelligence humaine. Noam Chomsky, c'est le cas. Donc, en termes de chatbot, il est aussi quelqu'un qui donne les droits de ces données librement. Donc, nous avons accès à une quantité incroyable de données pour en faire possiblement un deepfake. C'est ce qu'on a choisi de ne pas faire. Mais on a les moyens de faire vraiment un chatbot à la hauteur de nos attentes parce que la quantité de données est très grande, mais surtout très variée. Il s'est vraiment fait demander dans la vie quel était son type de sandwich préféré, s'il y avait des conseils pour trouver l'âme sœur,
son type de musique préférée et bien sûr, qu'en était-il du conflit israélo-palestinien. Donc, il y a vraiment de tous les sujets qui sont possibles quand on va chercher dans les réponses de Noam Chomsky. Mais surtout, il y a aussi un leg. Donc, il y a des gens qui adorent Chomsky. On m'avait averti, si tu fais un projet comme Chomsky, c'est comme faire un projet sur Star Wars, tu vas t'attirer les foudres des fans. Donc, c'est vrai en partie. En partie aussi, ça attire toutes les personnes qui s'opposent à ses visions politiques. Donc, il y a ça aussi. Moi, j'ai découvert un autre Chomsky. J'ai passé beaucoup d'années donc à réviser ses archives, regarder des vraies archives papier, ses notes, ses lectures, ses conférences, etc., et à adapter notre chatbot sur ces bases-là. Puis en fait, ce que je trouve qui est le plus beau du leg de Noam Chomsky, c'est qu'il nous dit, il nous répète et martèle, on sait encore très peu de choses sur le cerveau humain. Il compare ça à une époque pré-galiléenne. On sait à peu près ce qui nous attire, on n'arrive pas encore à comprendre comment ça fonctionne. Et donc, il nous invite à la curiosité. Quand je disais les archives, j'ai trouvé plein de choses comme son époque de grand-papa, où est-ce que je suis capable de voir par les dessins qu'il est occupé à autre chose aussi pendant qu'il écrit des conférences sur des sujets sociaux d'envergure. Il y a toute une couche aux personnages qu'on ne voit pas toujours quand on n'entend que les données. Mais là, on a aussi tout un système à créer. Ce que j'aime de la posture de l'ONF que tu as bien présentée en disant « nous sommes plateforme agnostique », le projet, on l'a commencé en 2016 au moment de la conceptualisation, 2017 la première fois où j'ai approché l'ONF, 2018 où on a commencé à appliquer pour des financements, 2019 on en obtenait. Puis enfin, on a commencé à développer, à prototyper en 2019 sur des systèmes qui étaient déjà désuets. Donc, à chaque fois qu'on avançait dans le projet, il a fallu réadapter nos systèmes. Ceci dit, on utilise près de 10 systèmes d'intelligence artificielle, de la reconnaissance vocale à la compréhension du texte, à du Natural Language Processing. On a développé des systèmes en GPT-2. On s'est arrêté en GPT-3. Récemment, quelqu'un m'a dit « c'est donc bien dommage que vous n'utilisiez pas GPT-4 ». C'est pas si dommage que ça. On fait des tests, on se pose des questions s'il faut vraiment avancer à ce point-là ou pas. Mais notre objectif, c'est une expérience collaborative qui invite le public à réfléchir à ce que veut dire l'intelligence, puis à y réfléchir ensemble, à découvrir ensemble les possibilités de la machine, les limites aussi, certaines des métaphores qu'on emploie. Donc, à la limite, tant que l'outil sert notre propos, ça nous dérange moins d'avoir à utiliser GPT-4 ou GPT-3. Et dans notre objectif, GPT-2 est même à l'heure actuelle le plus utile, parce que GPT-2 est uniquement basé sur les vraies traces de Chomsky, alors que pour ceux qui connaissent bien les nouvelles technologies d'intelligence artificielle, GPT-3 ou 4 utilisent le World Wide Web. Donc, beaucoup moins facile de s'assurer de ne pas faire dire des mensonges à Noam Chomsky, même s'il en dit quelques-uns. Et oui. Marie-Pierre, je te laisse peut-être suggérer pourquoi, dans notre intelligence collective, on veut aussi ouvrir le capot de notre système. Oui, rapidement, parce que je pense qu'il ne reste pas beaucoup de temps. Nous, c'est important pour nous, dans un souci de partage de connaissances, puisque ça a été beaucoup d'apprentissage, ce projet-là, de vraiment essayer, tenter de vulgariser qu'est-ce qui se passe à partir du moment où on pose la question, une question à l'entité Chomsky, et jusqu'au moment où il nous retourne une réponse. J'ai mis un QR code ici parce qu'on a en fait aussi détaillé, on a travaillé avec un reporter pour vraiment expliquer tout ce processus créatif-là, réflexion, décision qu'on a dû prendre, dilemme, mais toujours en phase aussi avec les intentions créatives. On l'a publié, c'est un blog, je vous invite à aller le voir, puis vous pourrez voir aussi cette représentation-là du pipeline qui est aussi présent dans la scénographie de l'expérience. Puis, pour conclure, vous l'avez sans doute vu au rez-de-chaussée, l'expérience est présentée jusqu'au 15 octobre. Il reste une semaine, il reste des places. Si ça vous intéresse, accourez. Et puis, voilà, vous avez besoin d'être un groupe de 4 pour le faire, by the way. Donc, voilà, merci beaucoup de l'invitation. Merci. Merci, merci, merci. Je vais simplement, et comme vous le savez, Nicolas n'est pas avec nous, mais je veux quand même juste vous peut-être glisser un mot au sujet du message qu'il aurait aimé vous transmettre aujourd'hui. DPT est un studio qui existe depuis 2008, si ma mémoire est bonne, donc qui a été quand même dans les pionniers au Québec à commencer à travailler avec tout ce volet, tous ces nouveaux types d'expériences.
Et c'est une approche qui se perpétue de leur côté avec une curiosité qui est renouvelée. Et si je regarde un petit peu ce qui m'a laissé comme note, mais ce qu'ils souhaitent transmettre, leur volonté, c'est d'ouvrir des mondes à travers la technologie, de l'utiliser pour transporter les gens, leur faire vivre des expériences inédites ou même d'autres réalités. Vous verrez des échos avec ce que nos collègues viennent de vous parler, de ce que j'ai dit peut-être en introduction aussi. Ce qu'on vous montre actuellement, c'est quelques-unes de leurs expérimentations et des projets finis aussi. Mais là, bien sûr, je ne peux pas entrer dans le détail, malheureusement. Mais vous pouvez aller voir sur leur site web, les suivre sur LinkedIn également. Ils sont très généreux dans leur partage aussi. Et puis, ce que je laisse et qui me semble être aussi un très bon mot de la fin, chez DPT, on croit que le véritable pouvoir de la technologie se réalise lorsqu'elle est exploitée pour faire vivre des expériences qui résonnent. Notre approche pour y arriver, c'est à travers l'immersion, en arrimant le monde physique et le monde virtuel. Donc, voilà. Donc, vous reconnaissez ici quelques expériences que vous avez peut-être déjà vues ici et ailleurs. Et voilà. Bon, je ne ferai pas un... Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, mais il y avait un bon 10 minutes de présentation qu'on fait en accéléré. Donc, je vois monsieur qui est tout prêt. Je présume qu'on n'a pas le temps pour quelques questions. Ou a-t-on le temps pour quelques questions? S'il y en a. Y a-t-il des questions? Oui, je viendrai avec le micro dans ce cas. Vous viendrez avec le micro. Fantastique. Bonjour, je m'appelle Brice et j'avais une question par rapport à l'entreprise qui réunit les personnes qui font du son. Je pense que c'est Sono, quelque chose comme ça. Saga. Saga, excusez. J'ai vu que c'était une expérience qui était collective, puis que tout le monde apportait comme une partie de sa sensibilité, de son expérience et de sa sensibilité à la musique finale. Mais je me demandais, parce que dans la présentation que vous avez montrée, il me semble pas avoir vu à un moment donné quelqu'un qui va décider à un moment quel son on va garder de qui. Et je me demandais comment vous faites pour garder une cohérence entre toutes les personnes qui participent au projet et se dire que celle-là a fait quelque chose de bien, puis ça, on va pas le garder finalement. C'est assez particulier parce que justement, c'est un processus d'auto-jugement de l'équipe elle-même. Donc, pour faire en sorte que les gens soient plus impliqués, on s'assure, on a une méthode qui est très, très à nous de permettre aux gens de pouvoir évaluer, auto-évaluer, à l'équipe d'auto-évaluer les résultats des idées, puis de pouvoir les placer sur des axes qui leur permettent de pouvoir déterminer de quelles sont les meilleures propositions. Puis ça fait en sorte qu'ils sont capables aussi de continuer dans leur travail le lendemain, par exemple, de pouvoir dire « Ah, là, on était peut-être un peu trop comme ça, je vais aller vers là. » Donc, il n'y a pas personne qui prend ces décisions-là, parce que justement, cette hiérarchie-là, pour nous, en quelque part, c'est une façon de déresponsabiliser les gens, puis de les empêcher d'être partie prenante au processus. Fait en les laissant eux-mêmes auto-évaluer, ça fait qu'on remplit le territoire. C'est la chose qui est la plus importante, c'est les paramètres de base, dans le fond, le terrain de jeu de base. On remplit le territoire, puis ultimement, c'est sûr qu'il y a une part de ça qui est aussi le client de son côté, mais le client ayant partie prenante aussi au processus, va déterminer qu'est-ce qu'il lui préfère dans ce contexte-là. Mais le résultat est avant tout décidé par l'équipe. Ok, merci. Intéressant. Oui, bonjour. Alors, merci, franchement, c'est fantastique ce que vous faites, puis merci de l'ouvrir aussi. Donc, pour Saga, de le démocratiser et d'ouvrir. Et moi, j'ai une question parce que je fais partie de ces citoyens qui n'ont pas le background technique et ChatGPT a fait que maintenant, je peux jouer avec les AI alors que c'était inaccessible avant. Et j'adore, Chomsky, ce que tu as fait et j'adore ce que tu as dit aussi parce que c'est libre, etc. Donc, il y a vraiment plein de conditions. Et moi, je sais par expérience, parce que j'ai fait des tests, j'ai réussi à recréer, par exemple, Martin Saint-Louis, qui fait le discours aux joueurs qui était privé dans la chambre. Et donc, je ne sais pas à quel point c'est vrai, mais j'ai réussi à le recréer et de remettre la voix de Martin Saint-Louis. Et là, mon inconfort devient, et ma question, comment, si Noam Chomsky donne son cerveau, c'est correct qu'on le prenne. Mais là, moi, j'ai pris le cerveau de Martin Saint-Louis, je n'y ai pas demandé. Je prends le cerveau et là, moi, je m'amuse. Mais j'ai beaucoup de questions éthiques sur... Et là, je vais utiliser un terme super fort, là, je sais, mais je veux vraiment percutant. Là.
j'ai l'impression de violer intellectuellement des génies sans avoir leur consentement. Et ça part d'OpenAI. Puis je voudrais savoir, c'est quoi votre position là-dessus? Parce que pour moi, c'est fondamental sur comment on va utiliser l'AI puis comment on va reconnaître les gens qui ont entraîné cette AI-là. J'ai l'impression que là, en ce moment, il y a des gens qui s'enrichissent et qui ont une zone grise. Donc, C'est une excellente question. Moi, j'adore aussi répondre pour rassurer tout le monde dans la salle. Nous sommes en conversation avec Noam Chomsky depuis le tout début. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il ne participe pas à l'expérience, il n'a pas été interviewé pour l'expérience, il n'a pas donné son aval en disant « venez me filmer pendant 5 jours pour faire une banque de données », comme ça s'est déjà fait pour d'autres projets où il y a la participation active. Par contre, je dis « ils » parce que c'est lui et son représentant légal sont au courant du projet, sont en contact avec la démarche. C'est quand même l'Office national du film, c'est gouvernemental. On ne peut même pas se permettre ce qui serait légal ailleurs. Donc, en d'autres termes, il faut être plus papiste que le pape pour prendre des vieilles expressions. Tout ça nous permet donc, mais moi, je pense juste aussi d'un point de vue personnel et éthique. Ça a été une des premières choses que j'ai faites, c'est de dire qu'est-ce que Noam Chomsky pense de notre volonté. Donc, c'est en 2018, mon premier courriel à Noam Chomsky. En fait, je suis totalement d'accord, ça devient très facile aussi de faire croire. Donc, une partie de notre objectif, quand on dit démystifier, vous avez vu un GIF qui jouait où on voit une personne qui touche un mot, puis on voit les mots alternatifs. On arrive à voir à quel point, par exemple, si je clique sur un mot, votre question est intéressante, elle aurait pu être curieuse, un autre pourcentage de réponse aurait pu être étrange. Donc, le chatbot pourrait vraiment dire autre chose selon les pourcentages probabilistes qu'un mot suive un précédent. C'est juste l'objectif. Les citoyens se l'approprient de plus en plus, mais qu'ils arrivent à comprendre, par exemple, les premières actions face à Bing versus aujourd'hui, il y a déjà moins d'enchantement. On n'a pas l'impression que Bing est en train de nous draguer comme les premiers articles qui ont fait des manchettes, mais plutôt de se dire « Ah, ben voilà ce qui revient le plus souvent sur Internet. » Parce qu'en fait, c'est que de la formulation probabiliste de ce qui retrouve le plus souvent sur Internet. Et Dieu sait que ce qu'on trouve souvent sur Internet, il y a beaucoup de clichés, de biais sociaux, de racisme, de misogynie, etc. Donc, j'aime beaucoup votre expression « violer la pensée de quelqu'un » parce que quand on demande à un outil qui va puiser sur le web de réinterpréter les données du web qui sont elles-mêmes entièrement biaisées pour faire dire quelque chose à quelqu'un qui ressemble à cette personne-là, les questions qui se posent, c'est comment est-ce qu'on protège les individus et les artistes. Il n'y a pas de réponse clé. Je peux juste vous dire qu'à l'heure actuelle, il y a toute une délégation de l'Obvia, mais aussi avec le gouvernement du Québec, qui sont en train de faire une enquête sur les manières de protéger les droits des artistes, mais aussi les droits individuels. La loi est toujours plus en retard que les développements technologiques et que les commerces, malheureusement, mais elle n'est pas si en retard que ça. Très brièvement, parce que je suis en train de prendre trop de temps, mais il y a des prompts qu'on utilise. Des prompts, c'est vraiment des mots-clés qui nous permettent d'aller chercher du contenu, mais aussi, pour l'avoir fait dans les deux cadres des chatbots, il y a des prompts négatifs qui sont proposés par les compagnies comme des prompts comme self-harm, racism, misogyny. Ces prompts-là sont légalement reconnus légitimement, pas légalement, reconnus par la compagnie qui les commercialise. Pourquoi pas avoir des prompts ou négatifs ou quand c'est le nom d'un individu qui existe, ou quand c'est un prénom et un nom de famille, ou quand c'est une marque enregistrée ou un artiste comme Van Gogh, mais on ne peut plus les utiliser. Eux ont moins d'argent à faire, mais techniquement, c'est quand même facile d'empêcher qu'on puisse imiter quelqu'un. Je vais me permettre de compléter parce que c'est un sujet... on pourra en parler longuement. Puis effectivement, Sandra l'a mentionné, pour nous, comme producteurs, toutes les décisions qu'on prenait, on devait se poser la question. On a travaillé en étroite collaboration avec les avocats qui, même eux, c'est un petit peu souvent comme ça au studio interactif, on arrive avec des projets, avec des nouvelles manières d'utiliser des outils technologique, comme tu disais, souvent la création devance les règles. Donc, nous-mêmes, on arrivait avec des cas, puis on devait, avec les avocats, travailler, puis même eux, arriver à nous rattraper là-dedans, à nous conseiller. Mais c'est super important. C'est pas un deepfake qu'on a fait. Et puis ça, c'est inspiré de Noam Chomsky, inspiré par ses théories, par l'œuvre, et aussi dans la manière qu'il a de s'exprimer par ses réponses. Fait que ça, c'était super. Le mot « inspiré », super important. Même que sa voix... elle pourrait être encore meilleure. On a décidé de garder un ton un peu robotisé pour
continuer de laisser entendre que c'est une entité numérique, artificielle. Puis, ça a évolué depuis. Nous, quand on l'a entraîné, la voix avec Microsoft Azure, on a utilisé toutes ces traces audio pour entraîner l'audio. En février, Microsoft, maintenant, ne veut plus, ça prend une autorisation verbale et nous-mêmes, on va devoir revoir cette voix-là. Puis, à l'époque, on ne s'était pas tant posé la question. Pour nous, on se dit, on ne va pas la deepfaker parfaitement, on va garder une petite trace, mais là, tu vois, on est réexposé à cette réalité-là. Puis même, entre-temps, on doit en parler tout à l'heure. On a évolué, puis on se dit, éthiquement, effectivement, qu'est-ce qu'on fait, tu sais? Fait que ça, c'est des choses... Puis, ce qui est assez intéressant, c'est que même si on martèle que c'est inspiré d'eux, il y a quand même des gens qui se présentent dans l'expérience et qui s'attendent à avoir une conversation avec Noam Chomsky et qui, des fois, sont même un peu déçus. Mais non, mais il ne m'a pas répondu cette réponse-là. Alors, je sais qu'il s'est exprimé là-dessus et qu'il a une réponse, mais ce n'est pas, ce n'est pas lui. Tu sais, fait que c'est... Puis c'est pour ça aussi, toute la représentation de comment quel chemin a fait ta question pour recevoir cette réponse-là, c'est quand même une œuvre d'auteur. Oui, Sandra a scripté et rédigé des réponses parce que c'est au service d'un propos. Mais ça, cette démystification-là, cette compréhension-là, il faut la créer, il faut l'exprimer. Les gens, ils prennent tout pour du cash. C'est pas de la magie, c'est des algorithmes, tu sais. Puis ça, les chercheurs le répètent pour pas faire trop de name dropping puis m'arrêter ici. Voilà, des chercheurs. Merci, merci. Merci, c'est tout le temps qu'on avait, je pense. Hein? Merci à vous d'avoir été là. Si vous avez des questions, on va être à la sortie, à l'extérieur de la salle. N'hésitez pas à venir nous voir. Un grand merci et bonne fin de journée. Aussi les microphones sur les bancs. Merci beaucoup. Merci, merci, merci. Alors, encore une fois, merci beaucoup pour cette présentation, pas conférence. Merci à Sophie, Marie-Pierre, Sandra et Guillaume. Alors, encore une fois, merci. On prend une légère pause, environ 5 minutes rapidement. On a notre grande conférence sur la culture et la créativité qui va enchaîner dans quelques minutes. Alors, on se revoit dans quelques instants. Merci.